Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe, et nous sommes le 9 août 2018, au lendemain de la date butoir pour le dépôt des candidatures. Et à cette date butoir, il y a eu un événement qui allait dans le sens des attentes du peuple congolais, c'est-à-dire du respect de la Constitution. Et M. Kabila a désigné un dauphin en la personne de M. Ramazani Shadari. Et à Bruxelles, une Asbel, Change Asbel, a décidé de donner la parole aux jeunes de différents partis politiques. De quels partis politiques et quels sont ces jeunes? Eh bien, vous suivrez cela dans le reportage que l'info en ligne de Congolais de Belgique a fait pour vous à partir du siège de Change Asbel. Oui, alors messieurs, bonsoir. Encore une fois, je vous remercie de votre présence. Je sais que vous avez beaucoup à faire, mais vous avez pris le temps d'être là pour la cause du Congo. Nous vous en remercions. On va établir les cadres de cette émission. C'est que chacun d'entre vous va pouvoir se présenter. Donc, je vous explique un peu le déroulement. Chacun pourra se présenter et présenter notamment qui il est et quel parti politique il représente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parlera de vos programmes respectifs, parce que, comme vous le savez, nous sommes là justement pour parler des élections à venir d'ici décembre, notamment le 23 décembre pour notre pays. Ensuite, nous parlerons de l'organisation des élections. Et le quatrième point sera sur M. Katumbi. Et ensuite, vous aurez quelques minutes pour échanger entre vous et pour débattre entre vous. Mais dans un premier temps, j'aimerais d'abord remercier l'hôte la personne qui nous a permis, ou l'organisme qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Nous avons son président ici, M. Dido, qui représente l'Asbel Change. Nous voudrions lui demander de nous dire un mot. Quelle était finalement l'idée, quelle est votre idée, M. Dido, d'avoir pensé à cette soirée, à cette discussion? D'abord, merci à tous les invités qui ont répondu présent à l'invitation. Voilà, l'ASBEL Change, une ASBEL qui essaie de travailler surtout dans le secteur de la jeunesse. Et par rapport à ça, bon, voilà, avec le groupe de jeunes qu'on représente, de l'ASBEL et d'autres jeunes, en tout cas de Bruxelles, on s'est dit que c'était intéressant justement de plus les impliquer au devenir et de ce qui se passe dans la réalité au Congo. Et pour ça, au lieu de fabuler et de voir que ce qui se passe sur les Facebook, en tentant de voyager au pays, on s'est dit qu'on inviterait les partis politiques, notamment les groupes de jeunesse de chaque parti politique, pour qu'eux nous donnent un peu de leur vision et qu'on se présente et qu'on apprenne à se connaître. Et surtout qu'ils s'adressent aux jeunes Congolais et Africains d'Europe pour leur donner aussi, les inciter à s'impliquer encore de manière plus dynamique et de manière plus consciente au devenir de notre pays. La politique fait partie de notre ancrage et par rapport à ça, c'est notre rôle citoyen de s'impliquer au devenir. Et bientôt, au mois de décembre, il y aura des élections et je pense que chaque Congolais du Congo et de la diaspora a un rôle à jouer durant cette période cruciale. Très bien, je vous remercie et je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Il est effectivement clair que ce qui arrive ou ce qui va arriver bientôt au Congo est très important et c'est vraiment primordial pour la jeunesse congolaise justement. Et c'est vraiment une idée géniale que vous avez eue d'inviter tous les représentants jeunesse de chaque parti. Nous allons donc commencer par monsieur à gauche. Vous pouvez nous dire votre nom et votre rôle au sein de votre mouvement que je ne connais pas personnellement, alors dites-le. Présentez-vous s'il vous plaît. D'abord, merci beaucoup pour l'initiative. Je suis M. Patrick Milancol, je suis membre de l'UNC, qui est l'Union pour la nation congolaise. Je suis en charge de la jeunesse. D'accord. Merci beaucoup. Alors, monsieur juste en face de moi. Oui, je réponds au nom de Papi Raphaël Kitumba. Je suis le secrétaire fédéral adjoint en charge de la communication de l'UNC et porte-parole de cette fédération ici en Belgique. Merci beaucoup. Monsieur, juste à côté. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour l'initiative. Je m'appelle Christophe Beya. Oui. Je suis conseiller du président Moïse Katumbi. Et je représente ici la plateforme Ensemble pour le changement. Je vous remercie. Et finalement, monsieur, je vous écoute. Merci. Merci à l'Asbel Change, parce que s'il y a une couche de la population sur laquelle il faut beaucoup
puisse s'investir pour un Congo meilleur demain. C'est la jeunesse. Moi, je vous remercie. Moi, c'est Guy Albert Nkanou. Je suis secrétaire général de la Ligue des jeunes de l'IDPS Benelux. Et donc, je suis ici au nom pour le compte de la jeunesse de l'IDPS. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous avons fait le tour de nos invités. Et M. Dido, vous n'avez pas dit votre nom tantôt. Vous avez juste... Donc, Dido Lakama, je suis coordinateur de l'SB Change. Merci beaucoup. Donc voilà, comme je l'avais dit tout au début, nous allons donc commencer à parler un peu. Je pense que tout le monde est assez curieux de savoir ce que chaque parti politique propose comme programme, comme pensée, que vous puissiez l'expliquer aux jeunes du Congo et les jeunes, enfin surtout aux jeunes du Congo, mais même aux jeunes du monde entier, ça n'empêche. Donc j'aimerais commencer. Je voudrais vous préciser que durant tout le débat, nous allons faire un débat ou une émission d'à peu près 60 minutes. Ça, je ne l'ai pas dit au début. Et chacun d'entre vous aura à peu près 10 à 15 minutes pour essayer de développer un peu ses idées. Et ensuite, comme je vous ai dit, nous aurons 10 minutes à la fin pour discuter un peu, pour un débat, on va dire, une sorte d'échange d'idées. Donc, nous allons commencer. Vous m'excuserez, comme je n'ai pas vraiment eu le temps d'écrire tous vos noms. Donc, je commencerai par M. Patrick, je pense. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de nous avancer un peu votre programme politique. Qu'est-ce que vous avez concocté pour le Congo? En fait, je voulais d'abord intervenir parce que nous sommes ensemble. Donc, Patrick m'accompagne. Je crois que je vais parler au nom de l'UNC et lui pourra compléter par la suite. Ah bah donc tout voilà, ok, c'est parfait, c'est parfait. Donc je vous pose la question alors, je pense que vous avez compris la question. Quel est votre programme? En fait, l'Union pour la Nation congolaise est un parti agréé par l'arrêté 111 du ministère de l'Intérieur, parti créé en 2010, un parti de l'honorable Vital Kamerhe, que d'aucuns le connaissent, qui fut ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Information et ancien commissaire général à la MONUC à l'époque, voilà. Et il fut également ancien secrétaire général du PPRD. Et après cela, il a créé son propre parti, l'Union pour la Nation congolaise. Et pour l'instant, il a été candidat à l'élection présidentielle de 2011. N'est-ce pas, il est sorti 3e. Et cette année, donc en décembre 2018, il est candidat à l'élection présidentielle. L'Union pour la Nation congolaise, comme le président venait de le dire tantôt, on venait de sortir de notre congrès. Notre président a dévoilé son programme de gouvernement qui s'articule autour de 20 piliers. Donc, il a un projet de 114 milliards de dollars pendant 5 ans et ce programme repose sur 5 piliers. Notamment, sur 20 piliers, je m'excuse, notamment je vais vous citer, premièrement, la refondation de l'État sérieuse, et nous aurons la lutte sans merci contre la concussion et la corruption. Il a parlé de la refondation de l'État, c'est-à-dire on voit l'armée nationale, rétablir l'armée nationale. Nous allons rétablir la police nationale qui deviendra une police autonome, une police nationale au service du peuple. Il a parlé dans ce programme de la jeunesse. C'est pourquoi vous voyez nous sommes avec le représentant de la jeunesse. Et le président Kamerhe met un accent et donne l'importance, n'est-ce pas, aux jeunes et aux femmes. Il y a également la promotion de la femme. Il y a aussi l'assainissement de finances publiques. Nous aurons à intervenir sur le plan de l'énergie, le plan de la santé, l'éducation, également sur le plan politique également et sur le plan social, le social sur toutes ses dimensions. Et voilà un peu en bref sur le 20 piliers que repose le programme national du président. Et le président national a dit il est capable, le Congo est capable dans 5 ans de devenir le Brésil de l'Afrique. Je vous remercie. Voilà.
Et je pense qu'on aura le temps encore que vous puissiez développer davantage. Je vais poser la même question à monsieur le conseiller de monsieur Moïse Katumbi. Quel est finalement votre programme? Ma question est malvenue pour vous finalement, parce que avec toute la problématique qu'il y a eu pour monsieur Moïse Katumbi, je ne sais pas, je suis un peu mal à l'aise parce que finalement cette question, suite aux événements qu'il y a eu il y a encore quelques jours où M. Moïse finalement n'a pas su se représenter, je ne sais pas si... Je veux quand même vous demander de nous parler de votre programme. Peut-être que dans les jours à venir, on ne sait pas encore ce qui pourra se passer. Et donc, comme tout le monde, comme je voudrais que cette émission que tous les intervenants soient traités de la même façon, mais je voudrais quand même vous demander le programme de Moïse ou de l'ensemble que vous avez préparé pour le Congo. Merci beaucoup pour la question. Le programme de notre candidat, Moïse Katumbi, en fait, c'est un programme qui est chiffré, qui porte sur 100 milliards. 100 milliards. 100 milliards sur 5 ans. Oui. Et c'est un programme qui s'articule sur 4 grands piliers. Je crois que dans tout le programme que nous allons parcourir, nous trouverons des piliers. Tout à fait. Et il est tout à fait normal que par-ci par-là, le programme se chevauche un peu. Mais je voudrais parler des 4 piliers du programme de notre candidat, Moïse Katumbi. Donc le premier pilier, c'est le pilier qui s'occupe de la refondation de l'État, de tout ce qui est sécurité, de tout ce qui est paix au Congo. Ça, c'est le premier pilier. On pourra peut-être rentrer dans les détails par après. Et le deuxième pilier, c'est le pilier qui s'occupe de la relance, de la croissance, la restructuration de l'économie et la création d'emplois. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le pilier qui s'occupe du développement du capital humain. Il y a un capital extraordinaire au Congo et je crois que pendant très 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 longtemps, le capital humain a été tellement négligé. Et il est plus que temps pour qu'on commence à s'occuper vraiment de l'humain. Et le dernier pilier, c'est le pilier qui s'occupe de tout ce qui est environnement et développement durable. Donc voilà en gros les 4 piliers que Moïse Katumbi sera porteur si jamais demain les Congolais lui donnent la chance d'être à la tête de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous allons revenir sur le dernier point où si jamais le Congolais donne la chance. Donc je pense qu'à la fin, quand on aura un peu plus avancé, nous pourrions revenir sur cette question-là justement. Merci beaucoup. Alors, monsieur, qu'est-ce que l'UDPS nous propose ou a pensé pour le Congo, pour ces élections? Bien. Aujourd'hui, nous parlons élections, aujourd'hui, nous parlons Congo, aujourd'hui, nous parlons développement du Congo, mais le développement du Congo a un point de départ. C'est d'abord la refondation de l'homme congolais. Parce que pourquoi je parle de ça? En fait, les programmes s'entrecoupent. Hein. Je voudrais commencer encore des piliers, mais si je vois les bien-aimés, les camarades qui ont parlé, oui. C'est justement ça, mais peut-être dans les petits détails qu'il y a des différences. Vous êtes en train de nous dire que finalement... C'est comme ça que je voudrais un peu parler de ce qui serait peut-être un complément de ce qu'ils ont dit. Premièrement, je voudrais que nous puissions garder une pensée pieuse au père de la démocratie congolaise, qui est M. Etienne Tshisekedi Mulumba, qui aujourd'hui avait un rêve pour le Congo, mais peut-être qu'il serait parti avec une satisfaction en partie de ses rêves. Aujourd'hui, s'il pourrait revenir, il verrait les choses, comment ça se passe. Et je ne vais pas vous prendre assez trop de temps, mais je dois vous rappeler que nous sommes en deuil d'UDPS, et plus grave, notre président n'est pas encore enterré. Ça, c'est quelque chose de plus difficile pour tous les Bantous que nous sommes, de voir son chef, son père, ou sinon le père de famille qui soit mort, mais à cause d'un système, sinon des gens qui ont des pierres à la place du cœur,
entretenir cette situation. Donc, comme la télévision c'est le temps, je ne voudrais pas qu'on puisse garder une minute de silence, peut-être qu'on le ferait dans les couloirs. Et donc, vous nous posez la question de parler des piliers, vous nous posez la question de parler du programme de l'IDPS. Pour résumer le programme de l'IDPS, c'est ce qu'on appelle la partie qui a mené les combats de la démocratie au Congo. C'est la fille mère de l'opposition. Parce qu'avec le temps de Mobutu, je vais pas vous emmener dans les pages de l'histoire, c'est l'IDPS qui a appris à dire non à la dictature de M. Mobutu. Et c'est comme ça que vous voyez tous les autres politiques que vous avez, que nous avons aujourd'hui, ont été d'abord soit l'IDPS, soit de l'autre côté, mais surtout tout le monde est passé de là. Mais le projet de l'IDPS, en contestant cette dictature de Mobutu, c'était le peuple d'abord. Et ça reste le résumé de ces projets-là. Et comme la démocratie, c'est, comme le dit Abraham Lincoln, que c'est un pouvoir du peuple pour le peuple, qui est toujours ce peuple-là qui doit le mettre en œuvre, c'est comme ça que notre projet est tourné plus vers l'homme, refonder l'homme congolais, parce que le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas le problème de l'extérieur, nous avons le problème de l'homme congolais avec son intégrité. Parce que si vous voyez aujourd'hui, avec les va-et-vient des politiques, avec des situations, avec des changements de décisions, vous voyez que le problème se trouve dans l'homme, au lieu dans les situations, au lieu dans la gestion de la chose. Parce que c'est l'homme qui gère les choses comme ça. Nous, notre projet de société tourne plus sur l'homme. C'est comme ça que nous avons parlé que le peuple est d'abord. Et nous avons demandé à cet homme-là de se prendre en charge. C'est l'autoprise en charge, c'est que nous demandons aux Congolais. Parce que si le peuple se prend en charge, qu'on prend sa place, la personne qui dirige les Léviathans aura peur de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il sait que le peuple va se lever et va dire non. Et si le peuple congolais va assimiler ces deux leçons qui nous ont été léguées par les pères de la démocratie en République démocratique du Congo, qui est M. Etienne Tshisekedi Mulumba, personne ne pourra encore instaurer une dictature au Congo, et voire même faire ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous remercie tous. C'est vrai que le temps nous est compté et je sais que vous ne pourriez pas très bien développer toutes vos idées qui, je suis sûr, sont tous bonnes pour le Congo. Je me pose la question, nous posons la question, que quand on voit un peu on va dire, le climat politique actuellement, notamment M. Moïse Katumbi qui n'a pas su rentrer au Congo et se représenter, déposer sa candidature. Quand on voit toutes les problématiques, notamment la machine à voter, où je pense que l'opposition, pratiquement toute l'opposition est en train de réfuter cela. Quand on voit le nombre de 6 millions pour le gouvernement, pour la CENI, et 10 millions pour l'opposition comment on appelle ça, des votants fictifs, en tout cas des votants sans empreinte, toutes ces questions nous poussent à nous demander finalement si ces élections auront bien lieu. Et voilà, et c'est cette question que je pose. Je pense que la plupart des gens se posent cette question. Et je voudrais commencer par le représentant de M. Moïse Katumbi, parce que je pense que vous êtes à même, pas à même, je pense que je voudrais avoir votre façon votre idée, et voilà. Mais M. Dido, vous voudrez intervenir? La parole au représentant de Moïse Katumbi. J'aimerais apporter un plus dans la question. Je pense que tout le monde aujourd'hui se pose la question justement, où est M. Katumbi, et est-ce qu'il nous réserve une surprise, parce qu'on le sent comme absent du déroulé, et peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner peut-être plus d'informations, parce que les gens peuvent être inquiets, mais on n'a plus de nouvelles de lui, on s'étonne justement d'un manque de réaction. Donc comme la question vous est posée, j'aimerais avoir cette question que tout le public, en tout cas, nous ont demandé de vous poser. Où se trouve actuellement M. Moïse Katumbi, et est-ce qu'il nous réserve une surprise? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que, au-delà de tout ce qui se passe sur le terrain politique aujourd'hui en République démocratique du Congo, l'épisode de Moïse Katumbi est d'actualité. Alors, pour être bref et précis,
Où se trouve M. Moïse Katumbi aujourd'hui? M. Moïse Katumbi, jusqu'à preuve du contraire, se trouve en Zambie. Donc c'est là qu'il se trouve. Et tout le monde sait qu'il a tenté à 2 reprises d'entrer en République démocratique du Congo, mais les autorités ne lui ont pas laissé cette opportunité-là. Donc il se trouve en Zambie. Est-ce que M. Moïse Katumbi réserve une surprise? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par surprise? Au dernier dire de M. Moïse Katumbi, il a été très clair. Il a dit, en tant que Congolais, je voulais rentrer chez moi. On ne m'a pas laissé entrer. Alors, dans le respect de la Constitution, dans le respect de tous les textes légaux du Congo et dans le respect des principes de droit international, M. Moïse Katumbi a été clair, il a dit, je vais essayer de me battre sur le plan international, c'est-à-dire dans le respect de notre Constitution, pour voir dans quelle mesure l'entrée au Congo peut m'être ouverte. Maintenant, est-ce que ça passera, est-ce que ça ne passera pas? Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement, ça dépend de ce qui se passe sur le plan international. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Alors maintenant, monsieur a posé une question par rapport aux élections. Je pense qu'au-delà de toutes les imperfections que nous pouvons énumérer, les Congolais ont besoin d'aller aux élections. C'est le besoin de tout le monde. Alors, il est vrai qu'on doit se poser la question de savoir quel genre d'élection nous voulons avoir. Alors, la première interrogation, c'était est-ce que Kabila ira ou Kabila n'ira pas? Kabila a clarifié la chose. Il a désigné un dauphin. Deuxième problème, c'est le problème de machine à voter. Est-ce qu'on ira avec les machines à voter? Est-ce qu'on n'ira pas avec les machines à voter? Si vous voulez la position d'ensemble, c'est que nous sommes prêts à aller aux élections, mais sans la machine à voter. Alors, troisième préoccupation, c'est ce nombre-là de 10 millions d'électeurs fictifs, c'est discutable, selon les chiffres, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Et donc, nous n'irons pas aux élections si les fichiers électoraux n'est pas élagué. Et maintenant, peut-être qu'on va poser la question de savoir, mais pourquoi les gens vont s'inscrire alors? Nous devons savoir qu'il y a un calendrier électoral. Et tous les participants ont signé pour aller dans le sens du respect du calendrier électoral. Et donc, en attendant, il y a le calendrier et tout le monde est soumis par ce calendrier-là. C'est comme ça que tout le monde est allé se faire enrôler, se faire enregistrer. Mais maintenant, après, je crois qu'avec tous mes amis qui sont ici, nous parlerons le même langage. Après l'enrôlement, après l'enregistrement, eh bien, nous verrons si les conditions sont réunies pour aller aux élections apaisées, crédibles et transparentes. Eh bien, si ces conditions-là ne sont pas réunies, nous, ensemble, nous n'irons pas aux élections. Si les conditions ne sont pas réunies, voilà, vous n'irez pas aux élections. Ça, c'est la position d'ensemble. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Alors, monsieur, je vais vous poser la même question. Je pense que vous avez entendu ce que j'avais dit. Quelle est votre position par rapport à ça? En fait, la position de l'UNC, pour l'instant, nous avons 4 points essentiels à retenir. C'est-à-dire, la première était nous avons réussi à obtenir à ce que l'actuel chef de l'État ne se représente. Ce qui était un combat pour tous les leaders de l'opposition et tout ensemble la classe politique et même de la population. Et maintenant, notre deuxième combat, c'est la machine à voter. Donc, nous ne sommes pas d'accord, mais nous continuons à veiller. Et malgré cela, malgré la pression,
Nous nous préparons quand même à aller aux élections. Nous nous préparons quant à cela, mais la pression est de l'autre côté. Et la troisième position de l'UNIC, c'est par rapport à la candidature commune de l'opposition. Nous y travaillons sérieusement avec tous les leaders et nous y croyons que l'UNC et toute l'opposition donnera un candidat unique de l'opposition. Et enfin, nous soutenons notamment le cas du président Moïse Katumbi et nous sommes dans cette logique de travailler ensemble avec toute l'opposition et notamment de s'opposer aussi à ce problème de fichier électoral de 6 millions d'électeurs, que nous disons 10 millions d'électeurs fictifs. Et donc voilà un peu la position de l'UNC en général. Je vous en prie. Bien sûr, allez-y. Moi, je peux ajouter, parce que aujourd'hui, bien que l'UNC a déposé sa candidature, notre président a déposé la candidature pour les élections présidentielles, mais nous continuons à faire pression parce que, vous voyez, le climat qui règne au Congo, ce n'est pas un climat qu'on peut aller aux élections dans ce climat. Donc nous, vraiment, on fait, on met la pression pour que nos amis qui sont opposants de Makala, entre autres, Fabio, Nyambo et tout le monde qui puisse, par exemple, soit à l'extérieur pour participer aux élections. Donc c'est pour ça, bien sûr, nous allons aller aux élections, on a déposé la candidature, mais il y a encore des choses à faire. Je ne peux pas dire aujourd'hui que même si le président candidat ne sera pas candidat et que l'opposition doit quitter aujourd'hui c'est acquis la victoire, il y a encore beaucoup à faire. Il faut notamment la machine à voter comme le développement. Donc il y a encore beaucoup à faire pour nous vraiment. Merci, je vous remercie. Mais j'entends bien, j'ai entendu le conseiller de M. Moïse. J'entends bien, vous dites, l'ULC aussi dit que si les conditions ne sont pas réunies, vous n'irez pas aux élections. Mais effectivement, vous avez répondu à cette question, et pourquoi alors tout ça? Pourquoi aller s'enrôler? Pourquoi aller se représenter? Alors, ce que je voudrais, je sais bien que vous n'allez pas nous donner toutes vos stratégies ici, mais si on arrivait, je vais arriver à vous, monsieur, je sais que, mais si on arrivait à ce que justement que la machine à voter soit maintenue par la CENI, ou ces électeurs, on n'arrive pas concrètement, parce que moi j'entends bien, nous n'irons pas aux élections, oui, nous n'irons pas aux élections, vous expliquerez ça comment au peuple qui veut absolument que ces élections aient lieu et que peut-être un changement puisse se faire dans notre pays? Quelles sont les actions que vous pourriez éventuellement mener pour arriver à ça? Non, en fait, je voulais d'abord corriger. Je n'ai pas dit que nous, à l'UNC, on a dit que nous n'irons pas aux élections. Non. Effectivement, vous ne l'avez pas dit. Non, je viens de dire tantôt que nous mettons la pression, nous continuons la pression, n'est-ce pas, sur la machine à voter, mais en même temps, nous nous préparons pour aller aux élections. Donc voilà un peu la nuance que je voulais faire par rapport à nos amis d'ensemble. Au fait, nous ne pouvons pas prédire ce qui va arriver dans quelques jours, mais nous sommes tous unanimes parce que aujourd'hui, si le président Kabila a lâché, c'est par rapport à la pression, n'est-ce pas? Et cette pression doit continuer. Nous le saluons en passant parce qu'il a quand même su respecter sa parole et il a apaisé le climat politique. Mais nous disons maintenant au président de la CENI, qui est Corneille Nangaa, de ne pas continuer à s'entêter parce que ça ne sert à rien. Cette machine à voter ne passera pas. Et nous allons nous y mettre à fond pour que cela ne se passe pas. Mais les élections, nous y allons. Nous nous préparons en conséquence quant à cela. Donc voilà un peu la position. Non, je vais certainement passer la parole à M. Lulépez. Je reviendrai certainement à vous parce qu'il y a quelques précisions. Le clan ou le parti de M. Kamere, c'est souvent... vous voyez, pour le conseil de M. Katumbi, il a été bien clair, mais avec vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Mais je reviendrai à vous dans quelques instants. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question, justement? Je pense que vous avez toutes les informations par rapport à ça. Oui, si j'ai bien noté, votre question, c'était par rapport à la situation de M. Katumbi. C'était ça la deuxième question? Non, la question, c'était par rapport au climat politique actuellement. Voilà. Ni là où ils ont répondu. Non. Donc, je peux vous répéter la question. Donc, quelle est la position de l'UDPS, justement, face à cette
à la machine à voter, à ces électeurs fictifs, et même au financement même de ces élections, qui jusqu'à présent, je pense que c'est juste 20 millions qui ont été donnés à la CENI, que le gouvernement a donné à la CENI. Donc tout ça, ce sont des choses ou des éléments qui prouvent, ou en tout cas qui nous montrent que la réalisation de ces élections sont un peu, je vais dire, hypothétiques. Vous, en tant qu'UDPS, que pensez-vous de ça et quelle est votre position par rapport à ça? Merci pour votre question. Permettez-moi, je pense que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens aussi qui sont des Congolais qui parlent lingala. Je voudrais donner un proverbe à lingala qui dit que Muto baswa pa nyoka akuma kobanga même muselekete. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont nés au village comme moi ici. Quand vous partez à la forêt, peut-être vous tombez la malchance d'être mordu par un serpent. Et le lendemain, quand vous y allez, c'est même quelque chose qui ne ressemble pas à un serpent qui bouge dans la forêt. Vous avez vraiment peur. Et je dis ça pourquoi? Parce que l'UDPS a peur. Nous n'avons pas peur, peut-être pas le peur, mais nous sommes prudents parce que nous nous a enlevé notre impérium. On ne va pas revenir sur le passé pour dire que l'UDPS a gagné les élections de 2011. Nous avons effectivement gagné les élections de 2011 et nos amis de l'opposition ici le savent, et même l'Occident aussi le savent. Mais peut-être la difficulté que nous avions eue, parce que partout où nous avons mené le lobbying, on nous demandait des preuves. Comment pourrions-nous avoir les preuves au moment où nous n'avions pas de représentants à la CENI? Comment nous pouvons avoir des preuves au moment où nous étions à l'opposition? Nous n'avons pas eu beaucoup de moyens pour investir tous les bureaux, okay, pour que nous ayons des PV, encore qu'il faudrait qu'on les remette, parce qu'il y a des témoins dont l'accès dans les bureaux était refusé et dont la remise des PV était aussi refusée. Donc tout ça, c'était des difficultés qui ont fait que la victoire que nous avons eue sur terrain ne soit pas proclamée ni par la CENI, qui a le pouvoir de proclamer résident provisoire, encore moins par la Cour constitutionnelle. Et donc, aujourd'hui, avec les problèmes, je commence par le premier fait qui est la présentation de la personne successeur de M. Kabila. Pour nous, l'UDPS, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aurait pu te gifler, mais qui ne l'a pas fait parce qu'il sait que c'est ton droit, tu n'as pas un merci à lui dire. Et pour nous, c'est un non-événement parce que nous savons que même leur chef, nous l'avons bâti. Et surtout à ce moment ici où leur bilan, c'est une sommation à égal 1000. Nous ne voyons pas quel est ce peuple congolais-là qui va encore donner un mandat, je dois le dire parce que nous sommes à une période préélectorale, un mandat à des personnes qui n'ont pas de bilan. Parce que dans les pays des hommes sérieux, excusez-moi, je ne dis pas que le Congo n'est pas un pays des hommes sérieux, mais à la veille d'une élection, on apporte un mandat lorsqu'on est président sortant. Mais je ne vois pas, même quand vous entendez les gens de la majorité sortir à la place publique parler du bilan, ils parlent plutôt de futilité, plutôt d'autres choses, au lieu de parler du bilan qui serait le visa qui leur donnerait droit à un autre mandat, soit pour celui qu'ils ont désiré. Donc pour nous, c'est un non-événement. Deuxièmement, le problème de la machine à voter. Nous, cette question-là, elle est plutôt plus importante. Pourquoi? Parce que l'UDPS a toujours voulu la crédibilité du processus électoral. Ça, c'est un point qui n'est ni à négocier, ni à faire des conciliabules ou quoi que ce soit. Le processus électoral doit être crédible parce que nous avons beaucoup de précédents qui, après les élections, les contestations électorales appellent à des cas de troubles et de crises. Les cas de la Côte d'Ivoire, nous les savons. Les cas de la Burundi, nous les savons. Les cas, même nos voisins du Congo-Brazzaville, après les élections, c'était presque un grand problème. Nous ne voulons pas cela. Alors, la machine à voter, ce n'est pas inscrit même dans la loi électorale. Alors, nous sommes, est-ce que dans un état des hommes sérieux qui font des choses telles que les sentiments leur poussent, ou bien nous sommes dans un état de droit où tout ce que les gens, les politiques font, c'est ce qui se trouve dans les textes. Je n'ai pas avec moi la loi électorale, mais à ce que je sache, ce n'est pas mentionné dans la loi électorale. Encore que, je vais vous amener dans d'autres débats que je suis un juriste,
il y a des processus pour l'acquisition publique des choses. Il y a une adjudication qui devrait se faire. Il y a une soumission qui devrait se faire pour savoir quel serait le mieux disant pour cette machine et quelle est la fiabilité technique de la machine. Tout ça, ce sont des secrets des polichinelles. Alors, on ne doit pas se fouler dans une affaire dans ce sens, qu'il y ait un avancement du pays, et non seulement de l'IDPS, mais du pays vers l'abîme. Ça, vraiment, nous n'en sommes pas d'accord. Et troisième problème, l'effectif, ça aussi, c'est le même régime que c'est le même sort que nous soumettons à ces problèmes, parce que tous les électeurs doivent être connus, ils doivent être identifiés. Comment plus de 16% qui n'ont pas des empreintes digitales, et où va passer tous ces voix? Vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec tout ça, mais pour ne pas nager contre courant avec tout le monde, nous avons déposé notre candidature afin de continuer les combats dans l'ensemble. Je constate que le seul entre nous qui a eu le courage de dire effectivement vers où ils vont aller, si ces différents points ne sont pas respectés, c'est monsieur, le conseiller de M. Katumbi, qui dit clairement que si ce n'est pas respecté, ils n'iront pas aux élections. Je constate simplement que... Je peux vous donner une réponse de notre... Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, je vous en prie. Disons que c'est c'est après 23 décembre que la réponse de votre question pour notre position est bien spécifiée. C'est d'aller dans une transition sans Kabila. C'est ce que notre parti a commencé à déclarer depuis longtemps, parce que Kabila n'est pas M. Kabila, mais Kabila c'est un système. Kabila, c'est les institutions qu'il a lui-même amadouées et les changements des... Donc, vous réagirez après le 23 décembre, si j'entends bien ce que vous dites. Après le 23 décembre, nous allons dans une transition sans Kabila. Comme ça, on va aux élections qui sera contrôlées par le peuple et par les acteurs. Ça veut dire... Oui, M. Dido. Questions qui ont été soulevées, et il y avait aussi des réactions qui auraient dû être faites par les gens justement du pouvoir. Bien sûr, dans un souci de transparence et de démocratie, on avait aussi invité le FCC, le représentant de la jeunesse. Ils avaient accepté de venir, mais dans l'équipe interne, il y a eu un petit souci. Donc ils ont pensé que ça avait été reporté, puisqu'on ne savait pas si on devait le faire aujourd'hui ou hier, à la sortie des dépôts des candidatures. Donc théoriquement, on aurait dû avoir un représentant du FCC avec qui on est en contact, puisqu'on veut vraiment que le public ait un accès à tous les partis, et aussi aux réponses, parce qu'il y a certaines réponses que, comme nous, on ne fait pas partie du pouvoir politique ou bien de la majorité, qu'on ne peut pas donner aux gens. Donc je voulais aussi expliquer qu'il devait y avoir aussi, et j'ai l'excuse, une personne du MLC, la représentante de la jeunesse, et aussi pour les mêmes raisons techniques, les mêmes raisons de communication interne, elle n'a pas pu être présente. Donc ils avaient accepté de venir à la réunion, et à cause d'un problème interne, dû à une mauvaise communication de nous-mêmes, voilà, ils ne sont pas présents. Mais on aura l'occasion de les interviewer, comme c'est pas c'est la première fois aujourd'hui, mais ça ne va pas être la dernière fois qu'on va intéresser, parce qu'on sait qu'il y a une grande demande de la diaspora par rapport à ces questions. Et je me permets justement de vous poser une prochaine question, c'est: dans vos partis politiques, quelle est la place que vous donnez à la diaspora, à la jeunesse et aux femmes dans chacun de vos partis politiques? Merci. Merci. Je pense qu'on va commencer par vous, parce que c'est toujours vous qui terminez avant, donc on vous écoute. Merci pour la parole, merci pour la question, parce que c'est le genre de questions que je m'attendais le plus. C'est ça c'est ce qui constitue personnellement mon cheval de bataille, que ce soit dans mon parti politique, et je suis chrétien même à mon église. La place de la jeunesse au sein de l'IDPS. L'IDPS a une place de choix pour la jeunesse, mais surtout, non seulement pour la jeunesse, mais surtout aussi pour la femme. C'est comme ça, à notre dernier congrès qui a eu lieu, nous avons pourvu au remplacement de notre présidence par élection. Encore, nous avons appris à donner, ce n'est pas les modèles, mais je ne voudrais pas parler des leçons, par rapport au mode de passation démocratique du pouvoir au sein d'un parti. Parce que qui paie les plus, paie les moins. La façon dont nous gérons nos partis, c'est la façon dont on va gérer le pays quand on va avoir le pouvoir. Et nous avons passé à l'élection d'un nouveau président. C'était une élection publique et contradictoire. C'était une bonne chose. Notre parti accorde une très grande place à la jeunesse, mais surtout aussi à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'était une couche de la population qui a été marginalisée, négligée. Et aujourd'hui, avec les combats féministes, nous avons même à notre directoire
une direction qui s'occupe justement de la parité et de l'égalité de sexe. Et c'est comme ça que la jeunesse, qui est non seulement l'avenir du parti, mais qui est déjà en action pour les partis, est aussi très bien organisée au niveau du parti. C'est comme ça que je voudrais faire mentionner une égaye que nous avons ici, que beaucoup de nos présidents de la jeunesse, beaucoup de même nos anciens présidents de la jeunesse sont les principales cibles de la Kabylie, qui sont parfois arrêtés. Je pense à Christian Loumou et les autres amis qui sont actuellement en prison. Et c'est parce qu'ils voient que dans cette jeunesse, il y a un investissement qui est fait au niveau du parti, il y a un engagement, il y a les combats, parce que toutes les mobilisations, des manifestations que nous avons, ce sont des jeunes qui les font. Et donc, pour répondre en bref à votre question, la jeunesse, les femmes ont une place de préférence dans notre parti et ils sont vraiment à l'œuvre et ils font bien le travail. Je retombe juste, ou je reprends juste une petite précision sur la question de M. Didot, qui a parlé de la place de la diaspora dans cette discussion. Non, c'est pas grave, justement. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser cela? C'est quelque chose, c'est une source inestimable. Parce que, excusez-moi, parce que juste pour préciser quelque chose, parce que la diaspora, comme vous le savez, ne va pas aller au vote. Oui, oui. Et nous avons quand même été... Il y a beaucoup de jeunes qui se posent cette question-là. Oui. Comment se fait-il que les partis de l'opposition n'ont pas, on va dire, fortement réagi par rapport à ça? Sachant très bien que, justement, on est Congolais et on a droit au chapitre, justement. Oui. C'est passé comme ça au silence, sans pour autant que l'UDPS ou n'importe quel parti politique de l'opposition soit vraiment monté au créneau pour défendre cette diaspora, finalement, qui, à mon avis, est très importante aussi. Cette question de la diaspora, c'est une question qui a toujours fait l'actualité dans toutes nos réunions. Pourquoi? Parce que peut-être que je ne voudrais pas faire les procès aux autres de la diaspora qui ne comprennent pas les valeurs qu'ils ont. Mais nous connaissons que la diaspora constitue une première force pour les changements au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent même plus que le budget du pays, parce que chaque fois, ils rapatrient de l'argent au Congo. Et c'est 11 milliards de dollars, ça c'est un rapport de 2015. Ça, c'est les voies canal officielles. Donc nous savons que la diaspora, c'est une force. Et si aujourd'hui nous voyons que la diaspora n'a pas été enrôlée, si nous voyons qu'aujourd'hui la diaspora ne va pas être consultée pour renouveler les dirigeants, nous voyons que c'est quelque chose de plus grave dont les responsables ne peuvent être que les présidents, que le gouvernement sortant, qui était en charge non seulement de mettre à côté de l'argent pour chaque budget de l'année depuis 2011 pour le financement du processus électoral, non seulement que cela n'a pas été fait, mais après, à la fin, on nous dit qu'on n'a pas de l'argent pour les élections. Tout cela pour parler des termes qui a été péjoratif pour glisser. Et donc, si la diaspora n'a pas été enrôlée, c'est parce que la majorité n'a pas compris et a compris les rôles de la diaspora, parce que la diaspora est devenue aujourd'hui un pôle de pouvoir pour éveiller la population sur place qui n'ont pas, peut-être pas trop d'informations sur la gestion du parti en place. Mais nous, en tant que tels, nous avons levé les tons et nous avons fait des déclarations politiques que la diaspora devrait être enrôlée. Mais les déclarations ne suffisent pas, il faudrait les moyens. Les fins de non-recevoir qui nous a été opposées par les pouvoirs, c'était il n'y a pas de moyens. Et là aussi, nous avons dit que ce n'était pas une excuse pour eux parce qu'ils devraient mettre à côté chaque budget de l'argent pour cela. Mais nous avons besoin que la diaspora soit consultée. Je vous remercie pour cette question, pour cette réponse, pardon, et je poserai la même question à monsieur. Le sentiment d'ensemble sur le fait que la diaspora congolaise, cette jeunesse qui finalement en veut tellement, ils aiment tellement leur pays qu'ils auraient aimé évidemment participer, avoir leur mot à dire à ce processus, et finalement, malheureusement, on a été laissé pour compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci pour la question. Je vais répondre de manière globale aux trois volets, parce que je crois qu'il y a la diaspora, il y a les femmes, et puis il y a la jeunesse. Tout à fait. À la diaspora, comme mon compatriote le disait, c'est une dizaine de milliards chaque année. Donc c'est une force économique. La diaspora, c'est un réservoir de compétences et d'expertise. La diaspora, c'est une capacité d'influencer
les décisions au niveau du pays, parce que ici, dans la diaspora, nous avons la facilité d'avoir de l'information. Alors chez nous, dans Ensemble, il y a tout un paragraphe sur la diaspora dans le programme du président Katumbi. Nous n'entrerons pas dans les détails ici. Moi qui vous parle, je suis conseiller du président Katumbi en charge de la diaspora. Donc ça veut dire que s'il y a un conseiller spécifiquement réservé à la diaspora, ça veut dire que la diaspora occupe une place de choix dans le programme d'Ensemble. Alors pour les femmes, je crois que comparativement à tous les autres partis, Ensemble est exemplaire. Katumbi a parlé dans son programme de la parité. Et Katumbi a commencé par respecter la parité. Au cabinet de Katumbi, il y a 46 conseillers, grosso modo. 23 femmes, 23 hommes. Donc c'est déjà un signal. Et dans le programme de Katumbi, ça sera comme ça à tous les échelons du pouvoir. Donc il l'a démontré déjà au niveau de son cabinet. Alors pour la jeunesse, vous savez que on dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Non, nous d'Ensemble, nous disons non. La jeunesse, c'est aujourd'hui. C'est le présent du pays. Quand vous regardez combien la jeunesse est négligée au niveau de la formation, quand vous regardez combien la jeunesse est négligée au niveau des emplois, il est tout à fait normal pour nous de comprendre toutes les déviations auxquelles nous assistons aujourd'hui. Le problème n'est pas de dire j'ai tel slogan pour cette jeunesse-là. Je crois qu'il faut attaquer à la racine. Attaquer à la racine, c'est commencer d'abord au niveau de l'éducation. L'éducation de base. Parce que si la jeunesse qui déborde aujourd'hui, c'est une jeunesse que nous avons loupée au niveau de l'éducation de base. Quand bien même nous avons des jeunes qui sortent des universités aujourd'hui, avec des diplômes, mais c'est des jeunes, pour la plupart, qui sortent avec des diplômes, mais dans la tête, il n'y a rien. Donc c'est là que dans notre programme à nous, le président Katumbi insiste sur l'éducation. C'est comme ça que le troisième pilier est appelé le développement du capital humain. Et quand vous allez à l'intérieur de ce pilier-là, la grosse part est réservée vraiment à la jeunesse. Voilà. Je vous remercie. Donc je vais vous demander de réagir à la même problématique. Quelle est la place donc de la diaspora, comme a répondu monsieur, pour votre parti? Merci beaucoup, mais vous permettez d'éclaircir un petit problème. Vous avez dit, avant de passer la parole aux autres, sur le président Kamerhe ou sur notre parti, vous avez dit on a tendance à croire comme si l'UNC n'a pas une position fixe. Non, ce n'est pas le cas. Le problème avec notre président, il a une longueur d'avance et il n'est pas compris. Je crois qu'il est le premier, si pas parmi les premiers leaders, qui a commencé à encourager l'enrôlement des électeurs au moment où tout le monde refusait à l'époque. Et c'est par rapport à cela que ça donne l'impression comme si il change. Non, il est constant dans ce programme, il est constant dans ce qu'il fait, mais seulement il n'est pas d'accord quand quelque chose va à l'encontre de ce que la vision de tout un pays, et il s'y oppose. Donc voilà la précision de taille que je voulais donner. Et par rapport à notre parti, l'UNC ou le président Kamerhe donne une place de choix à la jeunesse et à la femme. D'ailleurs, ce sont les deux grands piliers de l'UNC. Il n'y a qu'à voir avec la récente mise en place qui a été faite il y a longtemps, plutôt il n'y a pas longtemps, au mois de novembre et en février, vous allez voir qu'il y a une grande place pour la jeunesse et les femmes en général. Et aussi, parmi nos candidats qui vont conquérir aux élections prochaines, vous allez voir, il y a plein de jeunes et plein de femmes.
Et s'agissant de la diaspora occupe une place prépondérante à l'UNC. La preuve, nous avons plus de 25 fédérations reparties à travers le monde, de l'UNC, à l'Europe, en Amérique centrale, Amérique du Sud et en Afrique. Donc, le président Kamere considère la diaspora, comme a dit mon co-débatteur de l'ensemble, c'est une force, c'est la diaspora qui contribue à l'économie du pays. Et la diaspora regorge, n'est-ce pas, de cadres, l'élite de demain, et sur qui on peut compter. Donc voilà un peu, en gros, ce que l'UNC ou le président Vital Kamerhe pense pour la diaspora. Et pour preuve, il a même créé tout un secrétariat général adjoint, dont nous avons une secrétaire générale adjointe qui est Madame Coco, qui fut notre secrétaire fédéral ici en Belgique. Ensuite, il y a un coordonnateur de la diaspora qui est Michel Moto, qui fut le porte-parole de l'UNC. C'est pour juste vous donner l'impression comment le président Kamerhe accorde une importance à la diaspora. Donc voilà. Je vous remercie pour cette précision. Je pense que c'était important que vous puissiez apporter un petit éclaircissement par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons entamer notre dernier point. Nous devrions parler de M. Katumbi. Mais je vais demander à chacun d'entre vous de donner ses impressions, de nous parler vraiment clairement, parce que c'est quand même important, ce qui s'est passé dernièrement au Congo par rapport à M. Katumbi. Et les jeunes se posent beaucoup de questions. Les jeunes de la diaspora se posent beaucoup de questions. Je voudrais savoir, vous, à l'UDPS, parce que, aussi, c'est encore la même question, les jeunes nous ont renvoyé. Se dire, bon, Katumbi est de l'autre côté, mais on ne voit pas vraiment l'opposition aussi courir encore ou courir à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne le font-ils pas? Vraiment, on va dire, oui, je crois avoir entendu votre président, M. Félix Tshisekedi, avoir dit un mot par rapport à ça, mais pourquoi, encore une fois, il n'y a pas ce... Parce qu'apparemment, vous avez tous, ou en tout cas, vous avez dans l'idée de vous mettre tous en commun pour pouvoir peut-être sortir un candidat commun. C'est ce que j'ai cru entendre, en tout cas, en vous écoutant. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi par rapport à ça? Bien, je vais répondre, si vous me permettez, de revenir sur un petit détail sur la diaspora. Je vous promets, bien sûr. Voilà. Quand on parle de la diaspora, c'est peut-être plus générique, mais je voudrais cibler les immigrés de la deuxième génération, c'est ce qu'on appelle. Il s'agit de nos enfants qui sont nés et grandis ici. Oui. Il y a un phénomène très difficile, mais sinon fratricide pour le Congo, que nous devons faire, je remercie Change qui est là, sur lesquels nous devons fournir beaucoup d'efforts, c'est que cette couche de la population s'intéresse à la gestion de la chose publique au Congo. Pourquoi? Je pourrais vous donner une anecdote. Imaginez-vous, avec toutes les incompétences notoires que nous faisons des procès à nos dirigeants, si par exemple, par rêvons un peu, si on prenait M. Macron, que nous amenons comme président au Congo, comment est-ce qu'il gérerait le Congo? Peut-être qu'il aurait du mal parce que les bases ne sont pas bien faites, mais du moins par rapport à sa mentalité, par rapport à son intégration, par rapport à son éducation, il y a de quoi attendre de bonnes choses. Mais moi, je vais vous dire ici que nous avons des blancs en noir. Nos enfants que vous voyez là, ce sont des blancs. Ils ont étudié dans les mêmes écoles que Macron. Ils ont fréquenté les mêmes services sociaux que Macron. Ils ont les mêmes intégrations que Macron. Ce n'est pas pour rien, vous et nous, je ne sais pas tout le monde qui est ici, ce n'est pas pour rien, vous et nous, les immigrés de la première génération, on nous impose l'intégration. C'est-à-dire, ils naissent ici et ils sont totalement intégrés. Donc, ce sont des casiers nationaux. Mais peut-être la difficulté, je sais, je suis juriste, la difficulté c'est la double nationalité au Congo, mais ça a été décidé, encore un front sur lequel nous devons faire pression, que la double nationalité soit reconnue au Congo, afin que le Congo ait les moyens pour utiliser toutes ses ressources, tout son personnel, tous ces cadres qui sont formés ailleurs. Et donc, moi je sais que les salis du Congo viendraient sur cette population-là. Pourquoi ? Vous me permettez, je ne vais pas monopoliser la parole. Toutes les difficultés que l'Afrique a connues depuis la nuit des temps, les traites négrières,
la colonisation, aujourd'hui l'impérialisme, les solutions ne sont pas venues d'Afrique. Les solutions sont venues d'ailleurs. Soit eux-mêmes, les chefs qui faisaient les traites, soit eux-mêmes qui faisaient la colonisation quand les contextes changent au niveau international, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'Amérique voulait que les forteresses en Afrique soient démantelées, nous avons la décolonisation. Moi, je conseillerais à cette jeunesse-là de la deuxième génération, ces immigrés de la deuxième génération, de s'intéresser à la chose publique, tant ici qu'au Congo. Je ne vais pas vous apprendre les rôles de Mme Kenge sur ce qui se passe au Congo, les lobbying qu'il a fait parce qu'il a pu pas s'infiltrer, peut-être le mot n'est pas bon, il a pu avancer jusqu'au niveau de la prise de décision et enfin, il touche ses collègues, afin qu'on regarde ce qui se passe au Congo. Et tous ces gens-là, s'ils s'intéressent à la chose publique ici, ils deviennent des sénateurs, des députés, de quoi que ce soit. Ils peuvent dire un mot pour que les choses changent au Congo. Et pourquoi pas, moi, je pense à eux et je crois à eux, ils quittent ici, ils vont faire la politique au Congo avec leur éducation, avec leur intégration, avec leur intégrité morale. Peut-être que le Congo va connaître un nouveau vent. Maintenant, je voudrais revenir sur la question par rapport à... Je vois que vous avez complètement dépassé votre temps, donc je comprends. Donc, oui, ça valait la question peine de M. Katoukou, oui, ça valait la peine, évidemment. On verra. Juste un mot. Nous allons voir si... Nous compatissons avec cette injustice dont fait l'objet notre camarade Moïse Katumbi. Oui. Parce que vous savez que non seulement qu'aujourd'hui il y a l'ensemble pour les changements, mais nous sommes ensemble dans l'accord que nous avons fait à Genève, qui a créé les rassemblements de l'opposition. Oui. Donc, nous sommes dans la même plateforme, mais ces rassemblements de l'opposition qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours en vigueur. Donc, ce qui se passe, nous condamnons avec la dernière énergie, et c'est comme ça que nous disons que nous, l'UDPS, nous avons besoin d'un processus électoral apaisé, transparent et clair. Pourquoi faire des exclusions? Ça, on crée des frustrations qui vont amener à des contestations et le Congo sera loin de s'en sortir dans la crise où il est. Je vous remercie. Et alors, je vais vous poser la même question. À l'UNC, évidemment, M. Katumbi est toujours en Zambie. J'ai souvenir que M. Vital Kamerhe a quand même condamné cela. Oui. Mais je voudrais savoir un peu, aujourd'hui, est-ce que vous comptez notamment, je ne sais pas, parce qu'apparemment vous discutez, vous avez quand même des discussions entre vous, partis politiques, est-ce que vous avez des solutions ou de propositions à faire par rapport à cette situation où M. Katumbi est bloqué aujourd'hui en Zambie? Oui, je crois que vous l'avez dit tantôt, le président Kamerhe a fait une déclaration, même le jour du dépôt de sa candidature. Et par rapport à cette situation, nous sommes tout à fait d'accord. Et il y a une pression, il y a une diplomatie qui est derrière cette situation, parce que nous sentons que c'est une injustice qui n'est pas encouragée, quoi. Il faut laisser le temps au peuple de faire son choix et non d'exclure, n'est-ce pas, en avance le candidat, et ce n'est pas bien. Mais à notre niveau, il y a une pression, il y a une diplomatie qui est derrière sur ce problème du président Moïse Katumbi. Donc nous, comme je vous avais dit au début, nous en tenons à l'unité de l'opposition et nous encourageons à ce qu'on puisse régler ce problème. Je vous remercie. Et donc, oui. C'est encourageant, c'est bon, parce qu'après le dépôt, nous, à l'opposition, on va faire vraiment une pression pour que les élections soient crédibles et plus transparentes. Donc voilà, c'est pas que non, il est abandonné par l'opposition, non. Il y a la diplomatie qui va continuer après, donc voilà. On est vraiment ensemble. Je vous en prie, mais alors très court, parce qu'on est vraiment pressé par le temps. Nous appelons comme ça Maboko Pembe à sa dépôt de sa candidature. Il avait dit un mot très important pour toute l'opposition congolaise, qu'ils vont se réunir à l'extérieur
pour discuter de l'éventualité d'un candidat commun de l'opposition. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je voudrais qu'on puisse marteler à cela. Nous devons vraiment éviter d'aller à notre dispersé. Nous ne devons pas prêter les flancs à l'ennemi, pas l'ennemi, à nos adversaires, pour dire que voilà, ils sont partis à notre dispersé. J'en appelle encore à nos camarades qui sont ici, de mener cette démarche au niveau interne afin que nous arrivions à un candidat commun pour que nous puissions militer pour l'alternance dans notre pays. Si je peux me permettre justement par rapport à cette question, est-ce que les trois partis qui sont présents sont du même avis? Est-ce que c'est clair que pour vous, c'est logique que les partis de l'opposition s'organisent pour qu'il y ait un seul candidat de l'opposition, ou bien il y a encore des conflits? Et s'il y a conflit, qu'est-ce qui porte problème justement par rapport à une chose que pour beaucoup, ça doit sembler logique? Non, je crois qu'aujourd'hui même, avant de venir à cette émission, il y a eu une rencontre entre le président Félix et le président Vital et la secrétaire générale du MLC qui représentait le président Bemba. Je crois qu'on a dit le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Donc, pour l'intérêt supérieur de la nation, nous serons flexibles et nous allons donner une candidature commune à l'opposition. Je crois que vous devez faire confiance à l'opposition. Et c'est normal qu'il y ait divergence de vues, mais on va finir par trouver un consensus. Voilà. Mais je peux comprendre l'inquiétude de M. Dido ici présent, qui effectivement beaucoup de jeunes c'est assez, comment dire, cette inquiétude est présente, parce que dans les passés, nous avons vu, on ne va pas rappeler l'histoire, ça a été très compliqué pour l'opposition de se mettre ensemble et d'aller vraiment derrière un seul candidat. Et donc on espère, ou en tout cas, on vous tient au mot et on verra bien ce que ça accouchera. Donc, monsieur, je reviens à vous. Je tenu à vous garder en dernier pour cette question. À propos de monsieur Katumbi, je suppose que ça ne va pas être facile pour vous et pour votre groupement politique. Effectivement, M. Sesanga a en tout cas déclaré que vous pourriez éventuellement déposer la candidature de M. Katumbi. Enfin, vous réfléchissez en tout cas à ça. Vous pourriez nous expliquer techniquement comment ça pourrait être fait, et d'autant plus qu'on sait que M. Katumbi n'a pas pu s'enrôler et qu'effectivement pour s'enrôler il fallait être sur place. Alors expliquez-nous un peu dans quelle mesure vous pourriez éventuellement pallier à ça. Est-ce que la candidature de Moïse Katumbi a été déposée? Non. Ce qui a été fait, c'est que un jeton a été retiré. C'est-à-dire, lorsqu'on retire un jeton, il existe une ouverture. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de continuer avec le processus. Donc ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, c'est que même si le jeton a été retiré et que le secrétaire général Denis Sesanga allait déposer le dossier de Katumbi, nous n'aurons pas résolu la situation. Parce que comme vous le dites, dans les 5 jours qui suivent, il faut compléter le dossier. Et compléter les dossiers, ça veut dire prouver l'enrôlement. Or, on ne s'enrôle pas à distance. Donc, nous revenons à la case de départ. Ça veut dire que ça dépend de la bonne volonté du pouvoir en face. Alors, la quatrième chose que je peux moi dire, c'est à 2 reprises, on a refusé à M. Katumbi d'entrer au Congo. Un Congolais qui plus encore est apparemment recherché, qui vient se livrer donc à la justice. La justice refuse ces soi-disant fugitifs-là. Bon, donc monsieur n'entre pas, il est Congolais, ce qui est contraire à l'article 30, alinéa 2 de notre Constitution. Alors maintenant, c'est ce qui est peut-être frappant, moi je ne soupçonnerai pas nos différents partenaires, non. Et j'ai rebondi déjà pour dire que même au niveau d'ensemble, nous sommes partants pour une candidature commune. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Au niveau d'ensemble, ça ne pose aucun problème.
Mais maintenant, l'interrogation, c'est maintenant que la date du 8 est dépassée. Donc on va se dire, bon, il y a la marge qui reste. Si jamais d'ici la marge, on dit à Katumbi, tu n'entres pas. Ma question c'est, quelle sera la position de nos partenaires de l'opposition? C'est-à-dire, nous allons quand même, sans lui, constatant l'injustice. Ça, c'est vraiment de l'injustice. Si on nous disait à nous, par exemple, d'ensemble, Katumbi n'entre pas pour telle raison, qui sont des raisons valables, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est sans raison. Il n'y a pas de raison. Donc, l'interrogation, à moyen terme, ou à court terme, c'est comment nos amis de l'opposition vont réagir. Est-ce qu'ils vont se dire, bon, écoutez Katumbi, bon, ça va, mets-toi de côté, laisse-nous nous arranger, ou les amis vont se dire, mais tiens, ça c'est de l'injustice que nous ne cautionnons pas, et parce que nous ne cautionnons pas cette injustice-là, nous n'avançons pas. Ça, c'est point d'interrogation. La dernière chose que j'aimerais peut-être dire au sujet de tout cet épisode, pour terminer, c'est que Katumbi n'entre pas, ça prouve la mauvaise foi du pouvoir en face. Que Katumbi n'entre pas, mais c'est aussi un message qui est lancé vers la population congolaise et vers la diaspora en particulier. Pendant longtemps, ici dans la diaspora, un leader a pris la parole pour dire, pour expliquer aux gens ce qu'il a appelé le plan Mokolo. Le plan Mokolo, en fait, c'est quoi? Selon ce leader-là, c'est-à-dire qu'il y aurait eu, dès le départ, un arrangement entre le pouvoir et M. Katumbi, et que M. Katumbi serait le dauphin de M. Kabila. C'est ça le plan Mokolo. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous retrouverez ça. Mais donc nous disons, Kabila vient de choisir son dauphin. C'est-à-dire qu'il répond à celui qui avait dit que Katumbi serait le probable dauphin. La réponse est très claire. Deuxième chose, ça prouve qu'il n'y a jamais eu d'arrangement entre, d'une part, Katumbi et Kabila. Parce qu'une partie des gens que nous appelons les résistants, ou une partie des gens qui sont dans la diaspora et qui se sont dit, nous n'aimons pas Katumbi, quelque part, quand vous leur posez la question, il y a deux raisons fondamentales. Premièrement, il a travaillé avec Kabila. Mais s'il a travaillé avec Kabila, il n'est pas le seul. Deuxième raison, entre lui et Kabila, il y a quelque chose. Mais Kabila le prouve aujourd'hui. Alors, troisième message que Kabila lance, ça c'est notre lecture à nous. Le troisième message, c'est que il y a des opposants. Et moi, je reconnais la qualité d'opposants. Tous les leaders, je le reconnais. Mais le message que le président Kabila lance ici, c'est dire, oui, il y a des opposants, mais celui-là, c'est le plus redoutable, c'est le plus dangereux. Je ne veux pas de lui ici. Je préfère traiter avec ceux qui sont déjà ici, mais celui-là, ne le laissez pas entrer. Ça, c'est une lecture que nous avons, nous, par rapport à ces événements-là. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'épisode de M. Katumbi. Est-ce que les jetons qui a été retiré va amener à l'enrôlement et au dépôt du dossier de M. Katumbi? Nul ne peut le prédire pour l'instant. Mais bon, les jours à venir, dans une semaine, nous serons fixés là-dessus. Dans une semaine, nous serons fixés là-dessus. Vous avez... Oui, je vous en prie. J'aimerais encore faire un rebondissement, justement parce qu'on reçoit des questions du public et de M. Katumbi qui n'est pas rentré actuellement au pays. Il y a une option, c'est ça que je dis, est-ce qu'il ne peut pas être une surprise? Et vous l'avez bien expliqué. Mais il y a aussi des questions qui se posent
moi j'aurais voulu avoir votre avis justement, comment chacun de vous, chacun de vos partis ont pris l'arrivée et la libération de M. Bemba. Comment vous avez chacun d'entre vous perçu la libération et l'arrivée sur l'échiquier politique de M. Jean-Pierre Bemba? Il fallait d'abord dire que notre président est allé visiter plus d'une fois M. Bemba en prison à La Haye pour dire qu'il y a une bonne collaboration et une bonne coopération en tant que compatriote, en tant que camarade de la lutte. Sa libération, c'était vraiment une joie, surtout lorsqu'on se place à la place de sa famille. À 10 ans des côtés, c'était vraiment une difficulté pour la famille, et sans compter les événements qui ont intervenu, la mort de son père et le reste. Et donc nous, en tant que tels, nous avons vraiment dit que c'était une bonne chose qu'il soit libéré. Et maintenant, si nous revêtons la peau des politiques pour dire qu'est-ce que nous disons de sa libération, mais c'est encore une joie. Pourquoi? Parce que nous ajoutons un autre commandant dans l'opposition, afin que nous puissions faire front ensemble, que nous obtenions une alternance à notre pays que notre peuple a tant attendu. Mais juste pour rebondir sur ça, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, on voit un peu, et cela n'engage pas le président ou le responsable politique de l'UDPS, mais en tout cas, quand on suit un peu on va dire les partisans de l'UDPS, ils ont eu l'air un peu, on va dire quoi, choqués, fâchés ou un peu dérangés du fait que M. Bemba n'est pas... il aurait été très arrogant en traitant Monsieur Félix de jeune frère. Et là, déjà, quand on entend tout ça et on se dit, vous allez tous aller, vous dites que vous irez tous dans la même direction, mais ça commence déjà un peu à devenir un peu compliqué tout ça. Personnellement, je ne maîtrise pas trop de quoi vous parlez et je n'ai pas suivi ces réactions. Donc, ça n'engage ce qui les ont lors d'une conférence de presse, M. Bemba a dit son jeune frère. Et notamment, on voit des réactions. J'ai encore bien dit, j'ai encore précisé que ça ne vient pas des responsables de l'UDPS, mais ça vient de la base, parce que nous, c'est de la base. Voilà. De renverser. Et donc, et sachant que la base est très importante. Démocratique, donc la liberté d'opinion, elle est toujours garantie dans notre parti. Donc, si les voix se sont levées au niveau de la base pour dire quelque chose dans ce sens, donc ça, je ne pense pas que ça constitue vraiment un incident dans nos relations avec les MLC, mais comme nous sommes une parti démocratique, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, tant à haute voix qu'à basse voix. Donc, ils ont été indignés, donc ça leur engage et c'est leur droit, je pense. Oui, merci. Je vous remercie de votre... C'était assez important que vous puissiez le préciser, oui. Parce que beaucoup de jeunes s'inquiètent. Les gens ne contrôlent pas tout ce qui se passe au niveau des hauts cadres, et donc c'est important que vous replaciez un peu. Ce sont des leçons pour les leaders, afin de bien... cadrer les discours diplomatiques en public, parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire dans les couloirs et il y a une manière qu'on s'appeler ou se dire aussi en public, parce que moi j'aime pas parfois trop les caméras, il y a des caméras qui sont toujours là, et à un autre problème, on va brandir les images et puis il n'y aura pas d'autres preuves, comme je vois aujourd'hui des images de M. Chadari qui incitent aux injures, donc ce sont des choses en tant que politique, même vous et nous, même vous, en tout cas, il faut être vraiment très prudent pour ce que l'on dit. Moi, dans ma langue natale, on dit, pour dire une chose, il faut le faire tourner dans son ventre plus de 7 fois. Et quand vous les sortissez, il n'y aura pas de émous, il n'y aura pas de problème. Ok, mais je vous remercie. Je suis désolé, vous n'aurez pas le temps de répondre sur l'arrivée de M. Bemba. J'espère que vous nous donnerez encore l'occasion, comme vous savez, le temps nous est compté, que vous nous donnerez encore l'occasion, encore une fois, de vous avoir encore sur notre plateau pour pouvoir discuter encore d'autres problématiques qui concernent les élections au Congo. Et donc, je vous remercie. Et je voudrais juste vous dire qu'il nous reste seulement 5 minutes pour pouvoir terminer ce débat. Je suppose, je vois quand même, il y a pas mal de choses que vous avez en commun, pas mal d'idées ou d'éléments que vous avez en commun, mais je suis sûr que
que ce soit l'UNC ou Ensemble et encore l'UDPS, je voudrais que vous discutiez entre vous, que vous puissiez entre vous, en discutant entre vous, que vous puissiez penser à ce peuple, à ce jeune, à ce peuple congolais qui espère de tout leur cœur que les élections arrivent et qu'il puisse y avoir un changement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je voudrais que chacun d'entre vous, si vous trouvez des points qui vous dérangent chez l'un d'entre vous, que vous puissiez lui dire, que vous pouviez discuter avec eux comme s'il n'y avait pas de caméra. En fait, nous, à l'UNC, nous n'avons pas de problème. Je crois que notre président se donne à fond pour cette unité de l'opposition et pour qu'il y ait une alternance dans notre pays. Nous pouvons dire aux jeunes, nous pouvons lancer un message d'espoir, de pouvoir croire. Notre président l'a dit, je le redis, il est flexible et il est capable, il est prêt à céder pourvu que l'intérêt supérieur de la nation puisse primer. Mais à condition aussi que cela se fasse, si parmi le critère, et qu'il est choisi dans ce critère-là, que les autres aussi l'acceptent. Donc voilà une pression de taille que nous voulons donner, mais nous en tenons à cela, que la jeunesse puisse croire. C'est vrai que l'avenir du Congo dépend de la jeunesse et dépend beaucoup plus des électeurs et non de leaders politiques. Nous pouvons décider, nous pouvons tout mettre en place, mais c'est le peuple qui vote. Et c'est à ce peuple-là que nous demandons de faire confiance au peuple, à nos leaders, et de nous accorder un certain crédit. Je crois qu'il y aura quelque chose de bon. Donc voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Donc, la même question. Est-ce que vous avez des choses ou des éléments à reprocher à l'un ou l'autre de vos co-débatteurs? Et voilà, nous vous écoutons. Il faut dire rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de différences. C'est vrai qu'il y a des petites nuances. Par exemple, au sujet des élections, lorsqu'on a suivi l'UNC, et moi j'ai entendu quelque chose que j'aimerais bien que l'UDPS clarifie, parce que le 23, jusqu'à preuve du contraire, dans le calendrier électoral, le 23 décembre, c'est la date pour aller aux élections. Alors en suivant mon compatriote, moi j'ai cru entendre que c'est la date où la transition sans Kabila va commencer. Si je me trompe, il va me corriger. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai cru entendre. Et donc, alors là, je poserai peut-être la question de savoir si c'est la date où la transition va commencer, mais pourquoi aller à la CENI déposer sa candidature? Parce que si nous déposons nos candidatures, c'est par rapport aux élections. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction par rapport à ce schéma-là? Donc voilà. Merci. Je vous en prie. La date du 23 décembre, je l'ai spécifiée pour signifier le retour à un discours qui a été déjà de notre parti, que nous avons mis au frigo avec l'évolution des choses, parce que nous déjà à un certain moment, vous le savez peut-être, nous appelions à une transition sans Kabila. Pourquoi? Pour que nous puissions démanteler les réseaux qui a été déjà constitués, qui est du reste qu'un lit pour que les élections ne soient pas bien faites et que les contestations continuent et que les recours, les contentieux électoraux prennent une année, 2 ans, 3 ans, et en attendant, tant selon la Constitution que selon l'accord de Saint-Sylvestre qui sera présent. C'est M. Kabila. Il gagnerait encore 2 ans qu'il en a déjà gagné, peut-être même plus. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller, je ne vais pas les prêter des intentions, vu que la décrispation n'a pas été faite, vu que les injustices avec les candidats Moïse Katumbi continuent à se faire, vu que les arrestations continuent à se faire, vu que la machine à voter continue à se faire imposer, vu que les fictifs ne sont pas en train d'être élagués. Donc tout ça, c'est le lit, c'est le décor qui est planté pour le sinistre électoral. Et quand il y a sinistre électoral, si on arrive à cette catastrophe-là, qui sera toujours président du Congo? C'est toujours M. Kabila. C'est là où nous allons changer les discours, changer les pôles de combat, changer les fusils d'épaule, qui laissent la place
on va aller à une transition républicaine qui, je sais que dans les états-majors même... Pardon, vous allez changer ça quand, ce discours-là? En attendant, pour le moment, c'est après le 23, j'ai dit bien. Après imaginons qu'après le 23, un candidat de l'opposition, imaginons, oui, un candidat de l'opposition l'emporte. Ça résout le problème pour vous? Si on arrive à aller aux élections, c'est cette question, quand vous avez dit qu'on ne part pas aux élections avec toute cette décor qui est planté, donc quand vous dites ça, qu'il y a un candidat de l'opposition emporte, ça veut dire que toutes ces choses ont été résolues, toutes ces questions, la machine a voté, des fictifs, de l'injustice, des décrispations. Là, nous, c'est là où nous sommes prudents, on a mis à côté notre discours. C'est-à-dire que toutes ces réponses, si on se donnait du côté de la majorité au pouvoir, nous allons aux élections avec les ententes que nous sommes en train de faire pour un candidat commun, on gagne l'élection, qui se soit parmi les opposants, qui va être accepté parmi nos négociations, il gagne et nous obtenons l'alternative dont nous avons besoin depuis longtemps. Mais si toutes ces réponses ne sont pas données, nous, on ne va pas aux élections dans ces contextes, on ne va pas continuer à dire faites l'élection avec les messieurs en tête qui est d'ailleurs le problème. Donc, la première solution au problème, c'est que les messieurs soient orgés. Après, on organise les choses, on déblaye les terrains, on va aux élections qui soient transparentes parce que l'UDPS, ce n'est pas pour une élection crédible et transparente pour éviter qu'aucun goutte de temps d'un Congolais puisse encore se verser à cause d'une élection qui aurait été mal faite. Merci beaucoup. Je pense avoir précisé quelque chose. Non, c'est bon, j'ai compris la pensée. Donc, voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je voudrais, au nom de la diaspora et de la jeunesse congolaise qui nous ont demandé de mettre ce débat en place, de remercier Change, l'Asbel Change, notamment d'avoir pensé d'être le porte-voix de ces jeunes et de cette jeunesse qui a envie que le Congo de demain puisse être un Congo de fierté, puisse être un pays où il fera bon vivre. C'est ainsi que nous avons invité les différents représentants des partis politiques qui vont aller aux élections et qui vont certainement travailler à ça, à faire d'un Congo meilleur. Je sais qu'il y a d'autres questions, d'autres problématiques qui n'ont pas été évoquées. J'espère, en tout cas, monsieur, je vous invite d'avance à une seconde ou une autre fois où on pourra encore débattre d'autres thèmes, d'autres thématiques. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Monsieur Dido, merci de nous avoir permis et de nous avoir donné ce cadre. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, que nous puissions alors clore cette émission. D'abord, merci à vous, Jean-Paul, pour cette modération et ces questions pertinentes. Merci à tous les invités. Merci aussi aux gens qui, malheureusement, n'ont pas pu être présents. Donc, j'insiste vraiment pour dire que les gens du MLC et les gens du FCC avaient été invités, ils avaient accepté, et c'est notre faute que j'assume totalement. Justement, comme tout le monde a un peu donné un avis favorable à l'ancrage et à la responsabilité et à la place de la diaspora, j'aimerais aussi vous demander, même si on fera d'autres émissions, et j'espère que vous serez toujours présents pour nous accompagner et répondre aux questions justement de notre communauté, ici et au Congo, j'aimerais aussi vous demander de vous impliquer pour que justement les mouvements comme Change SBL et d'autres mouvements citoyens qui sont ici, en tout cas les mouvements de jeunesse congolaise, puissent peut-être dans le parcours des élections, à un moment donné, prendre une place, peut-être en tant qu'observateur. Nous, on aimerait vraiment se démarquer un tout petit peu et aller sur le terrain, voir un peu comment ça se passe là-bas, parce qu'en fait, on est loin de notre terre-mère, et je pense qu'il y a un groupe de jeunes, il y a une mentalité, il y a un patriotisme, un esprit de citoyenneté qui s'est développé dans la communauté congolaise de la diaspora. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi vous demander un appui fort pour faire en sorte que justement ces jeunes, un groupe en tout cas, petit ou grand, à vous de déterminer ensemble, qu'on puisse ensemble déterminer comment on pourrait faire intervenir cette jeunesse. Et nous, en tout cas, Change, on est très prenants et on serait volontaire justement de vous accompagner durant les préparations et durant la période électorale, et en espérant qu'il y ait ces élections
le 23 décembre 2018. Merci encore à tout le monde, merci à notre public, merci à vous tous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup et à très bientôt.